la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise. Les Français ont consommé, écoutez bien, 819 millions de pizzas en 2015, soit 10 millions de plus que l'année précédente. On est les premiers consommateurs ex-aequo avec les États-Unis. Alors faut-il s'en réjouir? On va voir ça. En supermarché, surgelé, faites maison ou à la pizzeria, toutes les pizzas se valent-elles? Quels sont les ingrédients utilisés par les industriels? Comment choisir une pizza de qualité? On va répondre à ces questions dans le dossier du jour. Vous pouvez réagir et interroger nos invités par SMS au 41 555 ou encore sur france5.fr. Vous pouvez interroger Rodolphe Bonas. Bonjour, bienvenue. Vous êtes PDG de CACOM, société de conseil auprès des industriels et notamment des fabricants de ces charmantes pizzas. Juliette Rosenberg, bienvenue. Vous êtes diététicienne en région parisienne. Et enfin, Nello Arpino, bonjour. Vous êtes cofondateur de la société Tréo, entreprise spécialisée dans la gastronomie italienne. Vous avez notamment la marque D'Angelo. Exactement. Chaque Français consomme 10 kilos de pizza par an, de la simple margarita à la pizza aux truffes. Il existe évidemment toutes sortes de recettes à tous les prix. Et si une pizza sur deux est achetée en restaurant, une bonne partie se vend aussi en supermarché. Que valent vraiment ces préparations industrielles? Réponse dans le reportage signé Bérénice Gabriel. La pizza. Face à la demande exponentielle des clients, les rayons de supermarché sont de plus en plus fournis. Et ça fait des heureux comme Anthony qui n'hésite pas à en acheter lorsqu'il reçoit des amis. Des champignons. C'est facile à préparer, on la met au four et au bout de 10 minutes on peut la manger. Pour aller encore plus vite, Anthony pourrait aussi acheter ses pizzas dans une pizzeria, mais les pizzas industrielles ont un avantage, leur prix. Par rapport à celles des pizzas YOLO, elles sont beaucoup moins bonnes, mais je continue d'en acheter parce que c'est beaucoup moins cher. En supermarché, une pizza coûte entre 1 et 5 euros, tandis que dans une pizzeria, il faut compter une dizaine d'euros. Mais comment font les industriels pour vendre des pizzas à des prix aussi bas? Nous sommes allés dans la Drôme, dans l'usine de Francesco, qui produit des pizzas pour des marques de distributeurs. Première étape, la pâte. La recette elle est toute simple, c'est de la farine de la type 55, plus de l'huile, plus de la levure boulangère et du sel, c'est tout. Même si la pâte représente 45% du produit fini, ce n'est pas sur la farine et la levure que les industriels font des économies, mais sur le nombre de pizzas produites. J'ai choisi plus de travailler de la pâte vraiment comme dans une pizzeria, puisque je dis toujours que c'est une grosse pizzeria, même si on sort plus de 80 000 pizzas jour sur 8 heures. Résultat, Francesco ne produit que 80 000 pizzas par jour, quand le géant de la pizza en fait 1 million. Mais tout de même, pour rester productif, les machines ont remplacé les gestes des pizzas YOLO. C'est pas un rouleau à pâtisserie, mais c'est des laminoirs donc, qui laminent la pâte, mais bon, c'est à peu près pareil. Une fois la pâte prête, une machine y dépose le deuxième ingrédient phare de la pizza, la sauce tomate. 100% de tomates, purée de tomates, tomates françaises de Tarascon. On rajoute que des épices. Si Francesco utilise de la purée de tomates, ce n'est pas le cas de tous les industriels. Claire est journaliste pour le magazine Capital et lors d'une enquête publiée en 2013, elle dénonçait les techniques des industriels pour vendre des pizzas moins chères. Et l'une d'elles consiste à remplacer la sauce tomate par du concentré de tomate dilué à l'eau. On retrouvera moins le goût de la tomate et encore moins la couleur de la tomate. Donc parfois, notamment sur des recettes très bas prix, c'est pour ça que vous avez cette couche orangée un peu étonnante. C'est du concentré très dilué. Retour chez Francesco. Ici, les pizzas sont garnies manuellement. Toutes les 6 minutes, les employés sont contrôlés, car il ne faut ni trop en mettre, ni pas assez. Le but, ne pas perdre d'argent. On fait des contrôles tout le temps, de partout, pour essayer d'être au plus juste possible, bien sûr. Pas en mettre moins que ce qu'il faut, mais pas en mettre trop de plus aussi, parce que bon, vous savez que les matières premières, c'est ce qui coûte le plus cher, quoi. En effet, les différents ingrédients qui garnissent une pizza peuvent vite faire augmenter la facture. Pour vendre un produit moins cher, l'astuce est de rogner sur leur qualité. Pour le fromage, on préférera du fromage analogue à une vraie mozzarella. Un fromage analogue est un mélange de matières grasses, de produits végétaux et d'arômes de fromage. Chez Francesco, on préfère le vrai fromage au bas de gamme économique. Vous avez du fromage végétal qui est beaucoup plus parfumé que le vrai emmental ou que la mozzarella ou que le comté, n'importe. Voilà, donc ils vous font ces fromages sur mesure. Maintenant, place à la cuisson. Un autre moyen pour les industriels de gagner de l'argent. Chez Francesco, on cuit les pizzas après les avoir garnies. Mais en cuisant, la pizza perd de l'humidité et donc du poids. Une perte qui correspond à environ 10% du poids net de la pizza.
Alors pour éviter de perdre de l'argent, certains industriels cuisent seulement la pâte et la sauce tomate. La garniture est ajoutée crue après cuisson. Quand vous perdez 30-35 grammes sur une pizza, croyez-moi, à la fin de l'année, quand vous tirez votre bilan, on le voit très très fort. Mais pour Claire, notre journaliste, aujourd'hui acheter une pizza vendue 5 € ou sous le nom d'une grande marque n'est pas forcément un gage de qualité. Certaines pizzas ne dépassent pas 3,50 € et pourtant, elles sont de bonne qualité. Les marques de distributeurs sont vendues moins cher, parfois seulement parce qu'il n'y a pas de dépenses publicité, marketing. Donc non, un prix bas n'est pas forcément suspect. Mais tout de même en rayon, méfiez-vous des offres trop alléchantes. Voilà, et dans un instant, on va apprendre à faire nous-mêmes une pizza sur ce plateau avec Mélanie Rousset, une blogueuse culinaire qui nous apprend à faire une pizza mozzarella, roquette et miel. Ça devrait être pas mal. D'abord, ce SMS, le faux fromage contenu dans certaines pizzas industrielles peut-il être mauvais pour la santé? Nous demande Paul. Juliette Rosenberg, qu'est-ce que vous en pensez? Le faux fromage, je vois pas trop ce que ça veut C'est ce dire. dont on a parlé dans le sujet, le fromage analogue en fait, le fromage végétal. Fromage non. sans fromage. Le fromage sans fromage, non, ça peut pas être mauvais pour la santé vu que si c'est fait à base de végétaux. Donc c'est forcément. On sait pas forcément ce qu'on mange. On sait pas forcément ce qu'on mange, mais je pense pas. Ça se digère pas bien quand même, hein. J'en ai eu la preuve hier soir. C'est vrai. Vous saurez tout, il ne vous épargnera rien. Ça se digère, c'est vraiment difficile. D'accord. On a bien compris l'idée. Mélanie, la J'ai qualité... des photos, hein. Non, ça va. Mélanie, la qualité du fromage, c'est pas la seule mise en cause. On parlait dans le sujet de l'enquête de Capital sur les pizzas et 60 millions de consommateurs a aussi fait un test de comparaison sur les pizzas Rennes. Oui, les pizzas Rennes, donc jambon, fromage, champignons, en gros. Et on se rend compte qu'effectivement, alors d'abord, la plupart des pizzas testées utilisent ce fameux fromage analogue, donc la mozza artificielle. Par ailleurs, du côté du jambon, qui est aussi l'aliment phare de ces pizzas Rennes, c'est pas mieux du tout. La plupart sont bourrés de polyphosphate. Ah. Alors, c'est une sorte de conservateur qui alourdit le jambon, qui le gonfle en eau, donc qui va être moins cher au poids. Les industriels expliquent que c'est pour que le jambon n'ait pas un aspect desséché, ne se dessèche pas à la cuisson. Alors peut-être, le problème c'est quand même qu'il y a aussi des études scientifiques qui ont montré que ce produit était très mauvais pour la santé, et notamment qu'il était la cause de manger en grande quantité, de l'hyperactivité, notamment chez les enfants. Quand on sait que ce sont des produits qui sont particulièrement appréciés des enfants aussi, les pizzas, c'est pas super. Ouais. Il y a eu des tests aussi qui ont été faits sur la pâte à pizza, quand même très important dans une pizza. On peut avoir tendance à choisir, vous savez, les pizzas, comme on voit ici, cuites au feu de bois, parce qu'on se dit, au moins c'est traditionnel, ça a meilleur goût. Alors, manque de peau, là aussi, on a des arômes fumés qui sont rajoutés, pour donner une impression de pizza cuite au Si feu on met de bois. cuite au feu de bois, Gérard, c'est qu'elle est cuite au feu de bois, non? Si on le mentionne, on est obligé. Sinon, c'est une on est d'accord. appellation mensongère. Alors, non, on est Ça bien n'empêche qu'on d'accord. peut en rajouter C'est derrière. ça, c'est Ou on peut ne pas le marquer, on peut dessiner une cheminée, mettre du bûche sur le carton. Et... Non, mais par ailleurs, dans ces cas-là, dans les cas de tests de 60 millions, pour le coup, les pizzas étaient effectivement cuites au feu de bois, mais tu n'avais pas forcément autant que tu avais un arôme intérêt de fumé. goût, et donc tu ajoutes en plus cherches. un arôme fumé. Je ne citerai pas les marques, Buitoni ou Dr Edker. Voilà. Ça leur fera plaisir. Donc je vous fais le classement de ces 60 millions de consommateurs. Tout en haut du classement pour la pizza la plus qualitative, selon l'enquête de l'association, c'est la pizza de chez Picard, avec pourquoi un fromage de qualité, de la vraie mozzarella, et du jambon supérieur, donc du bon jambon, suivi de la pizza Sodebo qui est saluée pour sa pâte. Et puis tout en bas, par contre, du classement, on a la pizza Leclerc qui, elle, a un faux fromage, insipide, avec de la sauce tomate trop salée, concentrée, d'accord. Oui, trop salée, trop acide, etc. Peut-être, je ne sais pas, une précision sur la manière du coup de décrypter les étiquettes rapidement pour éviter ce genre de déconvenus. On peut donc vérifier qu'il n'y a pas marqué préparation fromagère, puisque la préparation fromagère, c'est le fromage analogue. Voilà. Et puis sur les polyphosphates, si on choisit le jambon dit supérieur, on peut quasiment être sûr que ce n'est pas un jambon avec des conservateurs ajoutés. Et si on a encore un doute, tout ce qui est les E4, vous savez, les chiffres un peu barbares, qui commencent par E4, c'est les fameux polyphosphates qu'on peut éviter. D'accord. Rodolphe Bonas, est-ce que les industriels ont ensuite d'autres petites techniques comme ça, après le rajout de goût fumé On peut citer d'autres astuces? Alors c'est-à-dire, c'est assez important déjà de noter, on voit très bien que c'est complexe finalement la pizza. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut regarder de base, c'est le poids, le pourcentage entre la pâte et les autres ingrédients. Ouais. C'est-à-dire Bonne idée. une pizza, en règle générale,
général, c'est-à-dire que la pâte ne doit jamais faire plus de 50% du poids total. C'est-à-dire que quand c'est au-delà, mécaniquement, vous avez plus de pâte que d'ingrédients. Ah oui. Et puis l'autre, voilà. Encore faut-il que ce soit écrit, Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Exactement. Et c'est calculé avant ou après la cuisson? Parce qu'on a vu dans le sujet que les ingrédients peuvent être ajoutés après la cuisson pour ne pas perdre de poids. Non, c'est au total en fait. C'est vraiment fin de chaîne, c'est comme ça que c'est calculé. Après, ensuite, c'est vrai que la pizza est extrêmement sensible au prix, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas comme le sucre, entre un sucre premier prix et puis un sucre de marque, c'est quasiment équivalent. La pizza, c'est pas le cas, parce que l'ingrédient en grande distribution ou dans les rayons a un tel impact que mécaniquement, on vient d'en parler, vous passez d'une préparation fromagère à du fromage pur, vous allez augmenter de 5 ou 7%. C'est pour ça que vous avez des pizzas qui se situent à 2 €, ça s'appelle pizza, et puis des pizzas que vous pouvez acheter à 6 ou 7 € la pizza. Mais à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Ne serait-ce que même, dès que vous avez de la charcuterie, la teneur en gras de la charcuterie va jouer énormément sur le prix. Donc, la pizza est bien de loin un plat qui se décrypte en rayon. Ouais. Mais on voyait dans le sujet pour autant que certaines marques distributeurs avec des prix bas n'étaient pas forcément synonymes de mauvaise qualité. Donc il faut vraiment être armé sur le décryptage. Alors oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on arrive à le faire, mais j'insiste bien, dès que vous allez voir apparaître des labels d'AOC, de bio, des éléments de... Vous avez la mozzarella à la place d'avoir par exemple du préparation fromagère. Voilà, tout de suite le prix c'est immédiat. 50, 80, peut-être même 1 € de plus. Nello Arpino, vous qui fabriquez justement des pizzas notamment, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Dans les nôtres? Je vous parlais des nôtres, je vous parlais des... Bien sûr, dans les vôtres. Pour rajouter de l'arôme de fumée ou... Non, absolument pas. Alors, nous, en gros, c'était ça la question. C'est super simple, c'est très simple. Vous avez 50% donc, justement de pâte et 50% de garniture. Dans la pâte, ce qui est important, c'est que ça soit uniquement fait de farine, d'eau, de levure et un petit peu de sel. Ça s'arrête là. En fait, c'est ça une pâte à pizza. C'est pas plus qu'autre chose. Alors, je pense qu'il y a d'autres industriels qui sont capables de faire des pâtes un peu plus complexes. Et dans la garniture, il faut que ça soit très simple. Nous, dans toutes les garnitures qu'on a, on explique, entre parenthèses, à chaque fois, les ingrédients de ces garnitures. Par exemple, sur une mozzarella, je peux mettre mozzarella, point barre. Ça sera mozzarella, entre parenthèses, du lait, du sel, de la présure. Gorgonzola, j'explique ce que c'est. Dans le jambon, j'explique ce que c'est. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Je ne sais pas si la loi le permet ou pas. En tout cas, nous, on le fait. Voilà. Et alors, vous rajoutez les ingrédients après cuisson pour ne pas perdre trop de poids? Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Donc, la pâte arrive, elle est écrasée par un disque. Un disque, ensuite, avec les doigts, sur le côté extérieur, on va l'étaler. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un bord. Une bonne pizza, c'est une pizza qui a un bord. Donc c'est fait à la main, ça? Alors, dans un premier moment, vous avez donc la mécanique qui va juste déposer la pâte et qui va l'écraser avec une espèce d'enclume. Une espèce d'enclume. Après, derrière, c'est un petit disque. Après, derrière, il faut l'étaler. Exactement. Donc, on va aller sur chaque pâte, il y a quelqu'un qui repasse? Sur chaque pâte, il y a quelqu'un qui repasse. Alors après, vous avez un disque. C'est pas du hasard. Si vous voulez, il faut que ça rentre. Ça fait 28 cm. Il faut que ça rentre dans les 28 cm. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement vers l'extérieur. Créer les bords. Exactement. Pourquoi les bords? Parce que c'est là que vous allez reconnaître une pizza par rapport à une quiche ou je ne sais pas, ou une galette. Voilà, une galette. Enfin, je pense que. Et c'est pour lui donner un côté un peu plus artisanal aussi, j'imagine. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste pour équilibrer ce qui va permettre. À partir du moment, si vous voulez, à l'intérieur, vous allez dégazifier. En fait, il y a de la levure. La levure, c'est un gaz. Il faut qu'il travaille le gaz. Donc le gaz, il va aller sur les bords. Et là, vous allez mettre, dans un premier temps, donc je répète. Attendez, je note. Voilà, donc c'est simple. Donc vous façonnez la pâte. Vous façonnez la pâte. Derrière ça, vous avez un doseur de sauce tomate. Sauce tomate, c'est très simple. Une sauce tomate, c'est de la tomate et des épices. D'accord, pas de concentré. Pas de concentré, pas de blé, on ne va pas l'épaissir, on ne va pas l'alléger. Très simple, encore une fois. Enfin, vous regardez les ingrédients. Faut que ça soit très simple. À partir du moment donc vous avez mis la tomate, ça va aller dans un four. Le four, ça va durer dommage, dans les 60 secondes. Ah bah attendez, hop. Ah, ça c'est un proto. C'est un prototype, c'est nouvelle. En fait, c'est une nouvelle pizza. Et donc là, vous passez au four avec la sauce tomate et vous rajoutez les ingrédients après alors. Ensuite, on rajoutera... on rajoute la sauce tomate, ça va au four. À partir du moment où ça a été au four, vous avez deux opérateurs qui vont donc mettre toute la garniture
pareil, à la main. Après, comme ça, vous ne perdez pas en poids ensuite, aussi. ça va dans un système d'atmosphère modifiée pour justement permettre au produit... Et par exemple, le correcteur d'acidité E330, il sert à quoi, lui ? Il va permettre justement à votre mozzarella de rester... alors, c'est pas un mauvais... Enfin, le 330, c'est pas un mauvais... Non, c'est pas mauvais. Il est sympa, lui. Il est très gentil, docteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'est pas tous par cœur. D'accord. Non, les E300, ils sont gentils. C'est les E400 qui sont un peu plus méchants. On retrouve vos produits dans différents circuits de distribution. Je cite notamment les Monoprix, Carrefour Market, mais aussi la grande épicerie. À chaque fois, c'est vendu sous la même marque et avec les mêmes qualités de produits. Alors, il y a une seule façon de faire la pizza. En fonction des clients, on va décliner telle ou telle recette et on leur donnera donc l'exclusivité, ce qui est juste parce qu'ils nous font confiance et nous, donc après, il faut jouer le jeu. Alors, non, nous, on a une marque. On a une marque donc, qui est D'Angelo. Et ensuite, on travaille par exemple pour le deuxième acteur de la grande distribution en France qui s'appelle, je peux le nommer. Allez-y. Qui s'appelle Carrefour. Et pour Carrefour, on leur fait une marque repère. C'est-à-dire, il n'y a qu'eux qui ont le droit d'utiliser, par exemple, marque repère, c'est Leclerc, non ? Oui. Une marque. De base, oui, non, mais une marque repère. Marque Carrefour. Non, alors c'est pas. Vous voyez, il n'y a pas marqué Carrefour. C'est rien marqué. Ah, d'accord, ok. Donc, dites pas marque repère devant Carrefour, ça va pas leur plaire. Non, alors une marque dite repère. Alors, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Bien sûr. Petit SMS pour vous, Juliette Rosenberg. Au supermarché, est-ce qu'il faut privilégier les pizzas du rayon frais ou les pizzas surgelées ? Est-ce que vous avez une préférence ? Je me suis un peu renseignée. Au niveau quantité, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait 60% en général de garniture et 40% de pâtes dans les deux. Enfin, celle que j'ai regardée. Et moi, je serais plus sur du congelé parce que justement, comme il y a l'action du froid qui est sur le conservateur, il y a beaucoup moins de conservateurs à l'intérieur. Après, ça va préserver les qualités nutritionnelles quand c'est en surgelé. Et Florian nous demande si les pizzas en livraison sont plus grasses que les pizzas de supermarché. Alors, est-ce que c'est le carton qui donne l'effet, effectivement, que c'est plus gras, mais on a l'impression quand on livre. Ça dégouline tout le temps. Non, il n'y a pas d'histoire de plus de gras si c'est fait au restaurant ou si c'est opéré. Le point, ça c'est vrai, quand vous êtes en rayon, il faut vraiment préciser que le rayon frais à pizza et le rayon surgelé, c'est pas du tout les mêmes procédés, c'est pas du tout la même manière, mais c'est aussi pas la même typologie d'ingrédients que vous allez retrouver. Dans le rayon frais, vous allez pouvoir trouver des ingrédients que vous n'avez pas en congelé. Typiquement, vous pouvez travailler de la roquette, des choses qui arrivent en fait en fin de cuisson. Donc, et aujourd'hui d'ailleurs, en grande surface, c'est 50-50. C'est la moitié des pizzas sont vendues au rayon frais et l'autre moitié est vendue en rayon surgelé. Donc, vous voyez qu'il y a un match qui se joue. Alors, monsieur fait que du rayon frais. Voilà, monsieur fait que du frais. Ce qu'il faut expliquer aussi, malheureusement, c'est pas indiqué sur les paquets ni quoi que ce soit, c'est que le temps de repos de la pâte a énormément d'importance sur à la fois le côté un peu digeste de la pâte et le côté croustillant. Alors on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est vrai que si vous avez une pâte et un pâton qui a reposé, on va dire 10, 15, 20 heures, c'est pas du tout la même pizza que si jamais vous venez de le faire. La pizza, dans la règle de l'art, c'est 48 heures de repos. Exactement, et c'est quasiment 2 jours. Dans la règle italienne de l'art. Il n'y a aucun moyen visuellement d'avoir cette indication. C'est très compliqué. Vous pouvez pas vous pouvez pas vous en rendre compte. Alors, vous avez des yeux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en fonction, les occhi, on appelle ça en italien. Vous avez des yeux qui vont permettre justement de voir comment la pâte elle a reposé. Nous, on fait 26 heures, voilà. Très bien. Alors, vous dites la règle italienne et tout ça, mais il n'empêche que les champions du monde, ce sont qui ? Les Français. Mais ce sont les Français, bien sûr. En effet, notre pays a remporté le titre de la meilleure pizza du monde, comme vous allez le voir dans ce reportage de Bérénice Gabriel. À Parme, au mois d'avril, se déroulait un championnat du monde, pas de Formule 1 ou encore de judo, mais le championnat du monde de la pizza. Si, et c'est un Français qui a raflé le titre aux Italiens. Et notre champion, c'est lui, Ludovic, qui est devenu la star de Saucé-les-Pins, un petit village situé non loin de Marseille. C'est les meilleurs, on dirait en Italie. Exactement les mêmes qu'il y en a. C'est pas n'importe quoi quand même, champion du monde, c'est pas donné à tout le monde. S'il maîtrise à la perfection les acrobaties avec une pâte à pizza, là où il est le meilleur, c'est derrière les fourneaux. Et voilà, la pizza championne du monde 2016. Et cette pizza gastronomique est en fait une pizza à la bouillabaisse, la soupe de poisson typique de Marseille. Dit comme ça ne donne pas envie. Et pourtant, c'est avec cette recette, pour le moins originale, que Ludovic a su séduire les membres du jury. J'ai décidé de faire une pizza typique de chez moi, ça me tenait à cœur. Donc, quitte à prendre des risques, parce que là j'ai pris des risques,
Et voilà, je voulais représenter quelque chose qui me ressemblait. Pour sa pâte, Ludovic utilise de la farine biologique et du levain. Donc ce qui améliore la digestibilité de la pâte, le croquant et la légèreté. Et pour sa pizza de champion, il prévoit un tas d'ingrédients bien de chez lui. Pour les ingrédients, en base, on a la bouillabaisse qui a été légèrement épaissie. Après, nous avons le tartare de dorade assaisonné, piment d'Espelette, huile, sel. Ici, les condiments du tartare, tomates hachées, échalotes, menthe ciselée et un petit peu de capre. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi de la brousse du rove, un fromage provençal, des fleurs de courgettes farcies et un filet de citron. Mais attention, seule la pâte recouverte de soupe va passer au four à pizza. Le reste des ingrédients est ajouté au dernier moment. Malheureusement, pour les gourmands qui souhaiteraient goûter cette pizza bouillabaisse, Ludovic ne la commercialise pas. Je ne peux pas me permettre de passer 10 minutes par pizza, sinon il y aurait trop d'attente. Et même le coût de la pizza aussi serait élevé aussi. Et oui, il faudrait débourser pas moins de 22 € pour la déguster. Hors de question pour Ludovic de vendre des pizzas hors de prix. Malgré son titre, il n'a pas changé ses habitudes et ce n'est pas parce que Ludovic est champion du monde qu'il a pris la grosse tête. Non, depuis que j'ai gagné, je les ai laissés au même prix. Il y a la même qualité, j'utilise les mêmes produits. C'est pas parce que j'ai gagné un titre que ça m'a fait augmenter mes marges. Tant que mon fournisseur n'augmente pas mes prix, je n'augmente pas les prix à mes clients. Et pour toutes ces pizzas, Ludovic utilise des ingrédients de qualité. Et quand ils ne viennent pas des alentours, il va directement les chercher en Italie, à 3 heures de route de son restaurant. Mais avant de devenir le roi de la pizza, Ludovic a tenté sa chance à plusieurs reprises, notamment lors du championnat de France. J'ai commencé, j'ai fait 90e sur 120 à mon premier concours. Je suis monté doucement, 76e, je ne me rappelle plus exactement, dans les 40e, dans les 20e. Et jusqu'à faire la 3e place en classique, 2 fois d'affilée. Comme quoi, la persévérance finit par payer. Et ce savoir-faire, Ludovic compte bien le transmettre en devenant formateur et en ouvrant de nouvelles pizzerias. Et nous aussi, on va devenir les rois de la pizza grâce à Mélanie Roussel. Bonjour Mélanie. Bonjour. On retrouve vos recettes sur votre blog lesrecettesdemélanie.com. Oui. Vous allez nous apprendre à réaliser une petite recette de pizza maison parce que rassurez-vous, vous nous dites que vous les faites vous-même. Et bien sûr, l'idéal, c'est peut-être de les faire soi-même à la maison. Donc, petite recette de pizza, mozzarella, miel, mozzarella, roquette, miel, voilà. Très bien. Alors, par quoi on commence ? Alors là, j'ai utilisé une pâte du commerce, mais on peut très bien faire sa pâte maison. Là, c'était pour une question de temps. Oui, mais de repos de pâte, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut la laisser reposer. Tout à fait. Donc la pâte à pizza du commerce, vous mettez du pesto, en fait. On peut choisir de mettre de la sauce tomate ou de la crème fraîche. Là, j'ai choisi de mettre du pesto pour avoir une petite touche un peu plus originale. Ouais. Ensuite, donc, je vais venir mettre des tomates cerises, donc j'ai découpé en 2. Très bien. Ça, c'est vraiment la recette rapide quand on va chercher les enfants à l'école ou même entre deux rendez-vous. On peut se faire un petit... On peut même la faire avec les enfants. Hein. C'est assez ludique de faire soi-même sa pizza. Chacun peut la composer selon ce qu'il aime. Ensuite, on vient ajouter de la mozzarella. Donc là, pour la cuisson, j'ai choisi de la mozzarella au lait de vache, puisque on va dire c'est moins cher et ça supporte assez bien la cuisson. Mais après cuisson, on va venir ajouter de la mozzarella au lait de bufflone, qui est meilleure. D'accord. Et pourquoi la rajouter après la cuisson ? Parce qu'en fait, voilà, comme elle se savoure, il vaut mieux ne pas la faire cuire. D'accord. Donc là, une fois qu'on a ajouté la mozzarella, on peut venir faire cuire la pizza, donc une dizaine de minutes à un four très chaud, donc idéalement 240-250 degrés. Et là, nous avons pris un petit peu d'avance, on ne le cache pas. Elle est cuite. Donc voilà, donc une fois qu'elle est cuite, à la sortie du four, on va venir ajouter donc la mozzarella au lait de bufflone, donc qui se tient un peu moins. Ouais. On peut la laisser égoutter avant, si on veut. Et on va la poser sur la pizza encore chaude pour qu'elle puisse un petit peu fondre. Voilà, tout à fait. Ok. Vous êtes d'accord avec cette idée, Nello Arpino ? Il faut plutôt éviter mettre de la mozzarella de lait de vache. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que la lait de bufflone, elle est beaucoup plus humide. Ouais. Donc la pâte boira, donc effectivement ça se met toujours en dernier. Enfin, si vous mettez une mozzarella bufflone sur une pâte, non, ça va pas. Plutôt et là on va rajouter effectivement la roquette qui là, bien sûr qu'on ne met pas au four. Et la petite touche finale, parce que moi personnellement j'aime bien la petite touche sucrée-salée, c'est une petite touche de miel. Ah ouais. Oh bah c'est bien gourmand. Ah ouais.
Mais il faut le savoir se faire plaisir. Par contre, ah, il est pas encore ouvert. Bon, je vous laisse l'ouvrir et puis on va se préparer. On revient vers vous pour faire des petites parts et les goûter. Et peut-être un petit truc aussi et astuce pour ceux qui n'ont pas le temps de faire leur pâte à pizza mais qui veulent pas l'acheter dans le commerce, toute faite. Chez le boulanger, on peut la commander. Et ils peuvent vous préparer une pâte à pizza et juste vous donner une petite boule de pâte à pizza, c'est pas mal. Et elle est bonne en général, t'as testé? On revient la goûter dans quelques minutes. Très bien. Un petit SMS, combien y a-t-il de calories dans une pizza? Est-ce que vous savez ça, Juliette Rosenberg? Oui, je sais ça. Il paraît que c'est une bombe pour l'estomac. En fait, ça dépend vraiment de la garniture qu'on met à l'intérieur. Donc, si on prend une basse crème fraîche avec en plus des pommes de terre, et du fromage à raclette et des lardons, enfin bref, la totale, c'est vraiment explosif. Après, si on prend plutôt une royale avec donc du jambon, des basses tomates et puis champignons, on se retrouve à la pizza au total. Donc la grande pizza à peu près 750 calories. Ah, quand même. Mais en fait, on se rend pas bien compte les centaines de calories. Si on a une part idéale, alors généralement on la mange en entier la pizza, mais enfin pour vous, nutritionniste, la part idéale de pizza c'est quoi? Alors, si on est une femme par exemple et qu'on veut faire un déjeuner, et du coup en moyenne c'est 700 calories. Pour une femme, pour un déjeuner, la pizza fait 760 calories. Donc, c'est de ne pas manger le contour ou de ne pas manger le dessert. Ou sinon, de manger la moitié d'une pizza. Et puis, comme ça, on peut se permettre de prendre un verre de vin ou un dessert à la suite. Une salade à côté, j'imagine. On met trop d'huile pour la salade, parce que c'est déjà très, très gras. Alors, du coup, saupoudrer de roquettes sans ajouter ça, c'est nickel. de vinaigrette, c'est pas mal, ça. Ça peut être parfait. Autre question reçue par SMS, quelle est la différence entre les pizzas cuites sur pierre et celles cuites au feu de bois? Est-ce qu'il y a une différence? À partir du moment où vous cuisinez une pizza, elle est obligatoirement sur pierre ou dans un moule. Donc je ne vois pas trop la question. Mais si, parce que c'est au four électrique parfois. Mais quoi qu'il arrive, vous savez, le four à bois, c'est pas, à partir du moment où vous faites en grande distribution, je parle, un four à bois. Vous n'avez pas quelqu'un qui allume le bois tout le temps. Non. Vous avez, donc on va mettre. Il y a du bois quand même. Il y a aussi du bois. Mais bon, c'est pas la source d'alimentation qui va permettre au four de. C'est juste il y a une cheminée dans un coin en fait. Après, je ne sais pas. Après, chacun fait comme il veut. Sur le procédé industriel, sur une cuisson, que ça soit pierre ou au feu de bois, c'est bien le bois qui va cuire. Sauf que le four n'est pas du tout le four artisanal ou traditionnel que vous pouvez avoir. C'est alimenté à base de bois. En revanche, c'est vrai que ça n'a pas la même saveur de bois que quand vous faites ça dans un four à pizza classique. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on rajoute. Exactement, où la pizza est en contact avec le bois. Là, en fait, ce sont des grandes plaques, si vous voulez, dans lesquelles vous avez de la chaleur émise par le bois. Qui ne sert donc à rien en réalité. Si, vous avez, parce qu'ils essayent de mettre tu peux le mettre sur l'emballage, c'est vachement bien. Vous avez en contact, vous avez des flammes en fait qui viennent lécher normalement la pizza. C'est le principe. Quelles sont les recettes qui plaisent le plus aux consommateurs? On parlait de la montagnarde tout à l'heure, c'est vraiment l'aliment plaisir. Alors en France, c'est assez simple. Déjà, une pizza sur deux, c'est soit une reine, soit une margarita. Donc déjà, on est dans le classique. Même si sur les dernières années, on va vers un marché qu'on appelle de la premiumisation. Vous savez, c'est-à-dire on va mettre haut de gamme. Voilà, on va mettre de plus en plus d'ingrédients, type du magret de canard, du foie gras, même de la truffe, pour essayer d'arriver à attirer des consommateurs sur un segment qui est autre qu'un plat pas cher. Donc c'est ça ce qu'on fait. Donc, alors Pinot, vous avez regardé avec les ingrédients luxe, ça vous a... Non, chacun fait ce qu'il veut. Franchement. Mais vous faites pas vous une truffe ou une burrata? Vous avez une recette, non, un peu haut de gamme? Alors nous, on a une recette qui est donc à la crème de truffe, burrata crème de truffe. Mais une pizza, ça doit rester une pizza. Ça doit être italien. Comme un couscous doit être du Maghreb. La pomme de terre, ça vous a pas plu? La pomme de terre, la pizza, la pomme de terre, ça vous a pas plu? Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Après, derrière, que les gens mangent, pourquoi pas? Mais la burrata crème de truffe, j'ai l'impression que ça vous emballe pas alors que vous la proposez quand même. Non, attendez. Moi, c'est le magret de canard qui m'emballe un petit peu. Ah oui, d'accord. Dès qu'on commence à... Pas trop franciser le truc, quoi. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'on fait un peu tout et n'importe quoi. Et ça m'ennuie parce que à partir du moment où on est passionné, on fait des choses, on essaie de les faire le mieux possible. Il y a toujours vous savez, c'est un petit peu le cuisinier dimanche qui vient et je rajoute un peu ci, un peu de ça. Il y a même des pizzas kebab maintenant, on trouve. Mais non, mais c'est pas. Il y a Romaric qui nous demande si une pâte épaisse sera plus calorique ou plus difficile à digérer qu'une pâte fine. Au niveau calorique, c'est la même chose, à 10 calories près, mais c'est presque pareil. Après, c'est vrai qu'au niveau digestion, la pâte levée, s'il y a plus de levure et donc plus d'action, en fait, ça dépend le temps de levure, le temps de levée de la pâte. Si les bactéries ont bien fait leur action, qu'elles ont bien mangé les glucides, qu'elles ont bien fait plein de gaz à l'intérieur, dans ce cas-là, ce sera tout aussi digeste l'une que l'autre. Pour moi, c'est très bien.
Bon, On va goûter cette pizza quand même que Mélanie nous a fait. Juste le temps pour toi, Gérard, de nous expliquer pour finir la pizza. Ça fait l'étude de beaucoup d'études justement de la part des scientifiques. Alors une étude extraordinaire d'une université américaine. Ils ont été dans une usine, ils ont divisé les salariés en 4 groupes, en leur donnant à chacun des groupes le même objectif, mais avec un cadeau différent. Le premier groupe, ils ont dit, si vous atteignez les objectifs, vous aurez 25 €. Ouais. Le deuxième groupe, ils leur ont dit, si vous atteignez les objectifs, vous aurez une lettre de félicitations. Le troisième groupe, ils ont dit, si vous atteignez l'objectif, vous aurez une pizza. Et le quatrième groupe, ils ont dit, voilà, vous avez un objectif. Et à la fin, le groupe qui a eu le meilleur résultat, qui a atteint, voire dépassé l'objectif, c'est ceux à qui on avait proposé une pizza. Non. En deuxième, c'est la lettre de félicitations. Et les 25 € ne viennent qu'après. Comme quoi, vous voyez, la pizza l'emporte. C'est une bonne carotte. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Gérard. Mélanie. C'est délicieux cette recette de pizza sucrée-salée. On vous remettra évidemment la recette goût de miel, sur la plateforme. très intéressant. Ouais. Bravo, Sympa. merci beaucoup. d'être Merci à venu tous les sur ce trois. plateau. Merci à Rebecca Chapelle qui nous a aidé à préparer ce dossier. On fait un petit coucou à Farida puisqu'on va continuer à parler alimentation à 13h dans la suite. Sur autre chose là. Voilà, on part sur la moule, Farida. Thomas et l'équipe, comment ça va? Salut, Super, et ça toi va super. Oui, alors aujourd'hui, donc le produit du jour, ce sont les moules et je vais vous préparer des papillotes de moules coco fenouil. Oh, c'est original ça. Vous n'avez pas lancé encore la pizza Tu vas au voir. moule, pizza fruits de mer Trop Non. compliqué. Trop compliqué. C'est vrai qu'on en Trop compliqué parce qu'après, au niveau de la DLC, on y arrivera pas. Rayon frais, Eh ouais. c'est pas possible. Allez.